Je reste encore rouennais, faut pas déconner non plus. Ah, j'essaye d'étudier le mode de vie parisien. Il y a du concept. Hein. Ouais. Tu restes dans ta J'essaie maison? surtout de comprendre pourquoi ils courent dans le métro. En fait, ça, j'ai toujours pas compris. Comment tu mets ton arrière-plan, Arnaud? Je n'ai pas trouvé l'option sur Zoom. Tu vas dans les paramètres. Donc, tu vois la petite caméra zoom. Ouais. À côté, tu as une petite flèche. Alors, attends. En bas, là, en bas à gauche. Alors, attends, en bas à gauche, tu me dis. Non, moi, j'ai rien, attends. Ah, si, ouais, d'accord. Et tu as choisi un fond virtuel. Ah, très bien, très bien. Ouais. Los Angeles et tout. Après, tu choisis les fonds que tu veux. Comme moi, je vais vous parler de la sieste. J'hésitais entre celui-là et puis celui-là. Voilà. Celui-là est meilleur. C'est pas pareil. Voilà. Mais Nicolas, ne nous mets pas la pluie, toi, hein, parce qu'à Rennes, excuse-moi, mais. Non, t'inquiète pas. Tout va bien. Bon, allez, il est 14h01. Messieurs, on va reprendre la journée donc du collège. Juste rapidement le programme, et puis après on laisse la parole au modérateur Femme Farnpour de Niort et puis notre cher ami Nico Pechansky et pas Perchansky. Oui, bon, petite erreur, tout à fait. J'ai l'habitude. Et donc j'essaie de faire passer les diapos. Je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Bon, bref. On va pas perdre trop de temps. L'idée. Alors, attends, est-ce que vous voyez là? Tac, tac. Je me dépêche. Tac. Alors après, comment je me remets? Moi, je me remets là. Voilà. Juste, donc, c'est Nico donc, qui a parlé de être en médecine d'urgence, comme quoi tout est possible. Et c'est possible. Le bien-être et la qualité de vie avec Guillaume de La Rochelle, urgentiste et qui va travailler sur la qualité de vie au travail. Un nouveau métier. Et puis l'optimisation du temps de travail et amélioration de la qualité de vie au travail avec pourquoi pas une sieste avec Arnaud de l'ARIB. Maxime Jonchier de Poitiers va nous parler du bien management parce qu'ils ont un recul maintenant de quelques années pour nous en parler. Et puis Cédric Touquet de Niort qui nous parlera de l'apport de la médecine du sport dans les urgences et pourquoi c'est un pari gagnant-gagnant. Hop. Et puis je laisse la main à toi, Nico. Eh bien, merci à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si vous regardez le chat, vous répondez à Mathieu. Je vais lancer mon diaporama pendant ce temps. Je voulais d'abord remercier Mathieu de m'avoir convié. Vous avez vu que j'ai mis un petit fond d'écran à l'invitation d'Arnaud qui est à la mode. Et puis, je vais essayer d'aborder une question qui est cruciale, en particulier en ce moment, c'est l'urgentiste heureux, savoir l'être et savoir le rester surtout, et a fortiori en vieillissant. Donc, si vous me permettez, je vais commencer. J'espère que tout le monde entend bien, et s'il y a quoi que ce soit, vous en parlez aux organisateurs et je ferai une pause. Alors, la première fois que j'ai été sollicité pour cette question-là, c'était lors d'une forme assez originale de présentation façon TED, où on avait fait une session à Urgence 2018 avec SAMU Urgence de France pour savoir si on était heureux ou pas. Donc, vous connaissez mon appétence pour les réseaux sociaux, en particulier Twitter, et j'avais lancé un sondage. Et voilà la réponse, somme toute, relativement inquiétante, à mon sens, qui était que à peu près 50% l'étaient et 50% ne l'étaient pas. Ça ressemble un peu aux élections américaines, et on verra que ça peut avoir son intérêt. Alors, pourquoi tout ça? Parce qu'il y a le rêve. Le rêve, c'est d'avoir un service d'urgence comme ça, où il y a quelques box dont on peut penser qu'ils sont occupés et qu'il y a le personnel pour s'en occuper. Et puis, les couloirs sont tranquilles. Enfin, tout le monde a l'air détendu. Et puis, il y a la réalité. La réalité, c'est souvent ça, en période d'hiver en particulier. Et on la partage tous. Alors, est-ce que entre ces deux situations, on peut être heureux? Il y a peut-être d'autres questions à se poser et j'ai essayé d'amener ça sous forme d'équation pour éviter ce qui, malheureusement, a été souvent le déclenchement d'alertes par des syndicats en particulier. Et SAMU Urgence de France avait été associé à cette lettre qui avait été envoyée aux instances. Vous voyez qu'il y avait finalement beaucoup de personnel, a priori, quand même médicaux en souffrance.
et c'est assez important d'essayer de trouver les raisons pour lesquelles on peut peut-être éviter d'en arriver là. Alors, je vous parlais d'équations et on va essayer de réfléchir ensemble à ce que c'est que l'urgence en termes d'équations pour un urgentiste. D'abord, l'urgence, c'est de l'incertitude. Effectivement, je pense qu'on est une des rares spécialités où on arrive le matin, on n'est absolument pas certain de savoir ce qu'on va rencontrer avant de partir le soir ou le lendemain, même s'il y a des redondances, des répétitions bien évidemment, mais je mets quiconque au défi de savoir combien de douleurs thoraciques, de dyspnées, de choses comme ça, il va y avoir, même si en ce moment c'est assez caricatural parfois. En tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes qui nous entourent. Donc l'urgence dans l'équation qu'on veut mettre en place, c'est d'abord de l'incertitude. Ensuite, il y a des contraintes de temps, de continuité des soins, de changement d'équipe, les transitions entre les équipes soignantes, les équipes médicales. Il y a des interlocuteurs multiples. Nous sommes une spécialité transversale, donc on va croiser beaucoup d'interlocuteurs à tous les niveaux. Il y a aussi une contrainte de disponibilité. On n'est pas au bureau de 9h à 17h tous les jours, du lundi au vendredi. C'est un petit peu différent. Donc, il y a des disponibilités qu'on peut avoir, d'autres qu'on ne peut pas avoir. Et puis, bien sûr, des contraintes de variabilité. En particulier, lorsqu'on veut obtenir une image d'urgentiste polyvalent et qui va être un peu touche-à-tout, et forcément, la variabilité entraîne certaines contraintes. Tout ça, c'est le terreau d'erreurs. Et c'est le terreau de ce qu'on dénonce, et Yann Bubien, le directeur général du CHU de Bordeaux, l'a dit ce matin, du burn-out ou du bore-out aussi qui existe, c'est-à-dire une certaine lassitude qui peut s'installer dans nos rangs. Donc l'urgence, on l'a vu, c'est donc de l'incertitude, des contraintes, et tout ça associé à des risques. Parce que bien évidemment, en dehors du risque propre médico-légal, qui est une problématique bien sûr évidente, mais qui n'est pas la seule, tout ça comporte des risques. Des risques, bien sûr, d'erreurs médicales, des risques pour sa santé. On sait très bien que de faire des gardes de nuit en particulier, ça joue sur sa santé. Des risques de surmenage, un certain nombre de risques, un panel de risques en tout cas qui est suffisamment important. Et en particulier, pourquoi il y a un risque pour le patient en particulier? C'est que le patient le plus grave, souvent, c'est celui que vous n'avez pas encore vu. C'est-à-dire que vous avez eu des situations parfois difficiles et dans l'incertitude de ce qui peut vous arriver, il peut y avoir un patient encore plus grave. J'ai eu un exemple récent, je ne sais pas s'il m'écoute, d'un de mes collègues bretons qui, partant de garde, s'est retrouvé à enchaîner après 24 heures de garde, 3 urgences vitales, et il a fini après 36 heures de travail. Mais ce sont des choses qui arrivent. Donc l'urgence, dans l'équation, il y a aussi des risques. Et en fait, il faut multiplier tout ça par des patients qui sont tous différents, qui n'ont pas demandé de venir vous voir la plupart du temps, contrairement à ce que certaines enquêtes et certains de nos représentants au Sénat ou dans la Cour des comptes s'imaginent, ils n'avaient pas prévu de venir nous voir la plupart du temps, ils n'ont pas pris rendez-vous. Ils ont des motifs de consultation qui sont variables, ça on le sait, mais souvent imprécis. On le sait très bien, en particulier lorsqu'on fait de la régulation. Les motifs de recours ne sont pas forcément exprimés de la façon dont on aimerait. Ils ont des antécédents dont on ne connaît pas toujours la nature, des traitements habituels souvent inconnus. Qui n'a pas eu le monsieur qui disait « c'est madame qui gère mes médicaments », voilà, et ça peut poser des problèmes. Donc, dans un contexte d'anamnèse difficile, donc de patients qui sont souvent stressés, encore une fois, ils n'avaient pas prévu de venir vous voir ou qu'on vous amène ou qu'on les amène aux urgences, parfois confus, voire déments, bien évidemment, agressifs, comateux, enfin, toutes les formes d'expression qui vont ralentir la connaissance des malades qu'on va prendre en charge. Et lorsqu'on collige tout ça en termes d'équation, vous voyez qu'on pourrait présenter les choses de cette façon-là. C'est-à-dire l'incertitude, plus les contraintes, tout ça avec un facteur risque qu'il faut savoir diminuer le plus possible et multiplié par le nombre de patients qui se présentent à nous. Alors, tout ça pour vous dire qu'on va quand même essayer de définir comment être heureux avec tout ça. D'abord, être heureux avec néanmoins toutes les pathologies qu'on va pouvoir rencontrer. Alors, effectivement, elles ont souvent un mauvais rapport signal-bruit, on le sait très très bien, donc il y a un biais de dilution de certaines pathologies graves et à l'inverse, un biais d'expectation devant des présentations qui sont caricaturales, et on sait très bien que parfois, on attend quelque chose.
J'en veux pour preuve, par exemple, le SDF comateux, on est persuadé qu'il a bu, et puis de temps en temps, on découvre qu'en fait, c'était un sous-dural qui est resté séché dans les urgences pendant 24 heures. Donc, vous voyez que des biais, on peut en avoir, et effectivement, il faut réfléchir à toutes ces questions-là, et bien évidemment, des biais de sélection qui sont évidents aux urgences. Alors, on pourrait répondre à ça, la caricature de ce qu'on présente de nous, en particulier, j'avais trouvé ça sur les réseaux sociaux assez marrant, puisqu'ils font ça pour chaque spécialité, mais la caricature de l'urgentiste qui est la suivante. Hein, la première chose qu'on pose comme question, c'est pourquoi vous n'avez pas été voir votre médecin traitant, et ensuite se déroule un certain nombre de logigrammes qui fait qu'on se retrouve soit à chercher des lits, soit à se demander un petit peu à quoi on sert. Ben non, l'urgentiste, c'est pas ça. L'urgentiste, il a une âme, et c'est ça qui est tout à fait particulier et sur laquelle il faut s'appuyer pour se rendre heureux. L'âme urgentiste, c'est quoi? C'est ce que les anglo-saxons appellent la roue des conditions dangereuses. C'est-à-dire qu'on va toujours regarder un symptôme, un syndrome ou quelque chose dans laquelle le patient va se présenter à nous comme quelque chose où on va dégrader à partir de la situation la plus grave qu'on va pouvoir rencontrer. Je prends un exemple, les céphalées. Mais pour nous, les céphalées, ce n'est pas comme en médecine générale ou ce n'est pas comme en neurologie. Nous, la céphalée, c'est d'abord, a-t-il des signes d'hypertension intracrânienne? A-t-il des signes en faveur d'une méningite, d'une hémorragie sous-arachnoïdienne? Et ensuite, on va dégrader notre raisonnement jusqu'à se rassurer parfois sur la nature de cette céphalée. Mais notre vision, elle est comme ça. On est fait comme ça, c'est qu'on va d'abord regarder l'urgence vitale et on va dégrader ensuite notre réflexion face à tous ces types de symptômes et de syndromes. Et ça, c'est extrêmement bien imagé dans le logo, pour ceux qui ne le connaissent pas, de l'American College of Emergency Physicians, puisque ceci représente 64 carrés qui représentent 64 malades. Et parmi eux, eh ben, l'urgentiste, c'est lui qui a justement cette âme capable de déterminer celui des 64 qui a une situation grave et qu'il va falloir sortir du lot pour s'en occuper et apporter toute notre expertise. Et ça, c'est un facteur majeur de ce qui peut nous rendre heureux, c'est d'essayer de capter cette âme de l'urgentiste qui nous est tout à fait spécifique. Autre chose qui peut apporter du bonheur, c'est de se dire que finalement, on est une sorte de couteau suisse de la médecine, un côté MacGyver qui fait qu'on va s'adapter à toute situation qui se présente à nous avec les moyens du bord. Et c'est ce qui est la nature même, par exemple, de sa pratique en extra-hospitalier. C'est vrai qu'on a emmené l'hôpital au pied du malade. Et dans ces situations-là, eh bien, c'est toute notre expertise d'adaptabilité qui est mise en jeu et qui va faire qu'on apporte dans les meilleures conditions possibles ces malades là où ils doivent aller à l'hôpital. J'en veux pour preuve ce qu'avait déclaré en 2018 une des grandes dames de la médecine d'urgence, Judith Tintinali, lors d'une conférence internationale de médecine d'urgence où elle disait que nous sommes l'Amazone de la médecine, tout simplement parce qu'en tout point du territoire, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, quel que soit le jour, nous sommes capables d'apporter une solution adaptée à une situation. Et effectivement, alors je sais qu'Amazon n'est pas très à la mode en ce moment, mais n'empêche que Amazon a montré la preuve de son adaptabilité au marché. Je trouve que la médecine d'urgence est la preuve qu'on peut s'adapter aussi à toute pathologie, à toute situation médicale, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit dans le monde. Alors tout ça, oui, ce sont des facteurs pour être heureux, mais comment fait-on ? D'abord, il faut grandir, et donc il faut grandir en médecine d'urgence. Et il faut non seulement grandir, mais il faut grandir heureux. Et ça, c'est un des vrais challenges de cette nouvelle spécialité à l'aube de l'arrivée des premiers diplômés spécialisés de médecine d'urgence selon le cursus qu'on a mis en place maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Et c'est un vrai challenge. Alors, comment peut-on faire ? D'abord, j'ai souvent dit, quand on me posait la question, qu'est-ce qui fait qu'on devient urgentiste, j'allais dire, bien sur ses 2 pieds et bien dans ses souliers, c'est l'expérience. Et l'expérience, ce n'est pas d'accumuler seulement des malades, c'est de savoir à quel moment notre prise en charge, elle est déterminante. Et j'aime beaucoup cette phrase de William Osler, c'est que la valeur de l'expérience, ce n'est pas de ne faire que voir des patients, mais c'est surtout de les voir intelligemment. Et effectivement, plus on recherche cette façon d'être quelque part le plus un du patient, et plus on arrive à déterminer notre place et en avoir, si possible, la reconnaissance.
Utiliser notre cerveau, ça c'est quelque chose de fondamental et en cela, la recherche clinique, dont je rappelle que l'urgence est sans doute le meilleur endroit pour la déterminer avec toutes les possibilités qu'on peut avoir et l'absence de biais de recrutement qu'on représente aux urgences, c'est quelque chose de très très important. Donc sachons utiliser notre cerveau et pas seulement nos mains et le couteau suisse que je vous ai montré tout à l'heure. C'est aussi développer et entretenir ses connaissances et ce type de réunion, de congrès est très important pour partager ses expériences et essayer de prendre aussi les recettes des autres qui marchent, que ce soit aujourd'hui de travailler sur la qualité de vie au travail ou une meilleure application de ce qu'on peut faire en équipe pour que le service aille mieux et les malades donc aillent mieux. Voilà, il faut ne pas hésiter à échanger et c'est tout à fait essentiel. Chose importante également pour être heureux, c'est de garder l'esprit critique. Il faut savoir juger de toute situation. Effectivement, on s'adapte. Parfois, on ne s'adapte pas forcément de façon parfaite aux situations et il faut savoir prendre du recul et d'analyser les choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites d'ailleurs. Et en cela, les RMM, mais pas seulement les RMM critiques ou quand quelque chose s'est mal passé. Il faut savoir faire aussi des RMM quand tout s'est bien passé. Et je peux vous assurer que ça met beaucoup de bonheur dans les équipes et ça met du lien. Et ça, c'est des choses qu'on peut inventer. Je l'ai vu fonctionner en Australie. C'est quelque chose de formidable pour créer du lien dans une équipe et améliorer le bonheur au travail. Accepter et surtout entretenir le retour, que ce soit des juniors, que ce soit des intervenants extérieurs. Il ne faut pas hésiter à demander si une démarche correspondait à ce qu'on attendait de nous, par exemple, dans les services de spécialité ou dans les réanimations en ce moment, par exemple. Il faut savoir discuter avec parfois des points de vue différents, mais accepter les retours, qu'ils soient bons ou mauvais, ou en tout cas discuter, ça c'est quelque chose de très, très important. Donc encore une fois, faire une équation, pour être heureux, en fait, c'est de la pratique associée à des connaissances, tout ça multiplié par le nombre de stages, de jobs que vous avez pu avoir. Et puis je peux vous assurer qu'en ajoutant ça chaque année, vous rajoutez à votre bonheur d'urgentiste. Alors ça, c'est bien, on peut acquérir le bonheur, j'espère vous en avoir monté la preuve mathématique, mais il faut aussi réussir à le rester, et ça, c'est fondamental. Une des premières choses qui est importante, c'est d'abord d'être une bonne personne. Ça peut paraître un peu désuet de parler de choses comme ça, mais même la science, c'est pas moi qui le dis, hein, la science l'a montré. Lorsque vous êtes une bonne personne envers les autres, envers vos collègues, envers votre personnel, envers votre équipe, vous l'êtes envers les malades, et ces malades, ils se sentent mieux, ils sont mieux soignés, ils sont mieux accompagnés. Et encore une fois, il y a plein de littérature là-dessus, et je vous assure qu'être une bonne personne bien à sa place et bien dans ses chaussures, c'est quelque chose qui marche bien. Médecine d'urgence au XXIe siècle, c'est aussi aimer nos anciens. Il n'y a rien de plus détestable que d'entendre des gens dire encore un vieux pourri envoyé d'une EHPAD. D'abord, c'est tout à fait condescendant, c'est jugeant, et je peux vous assurer que ces personnes-là, même des membres parfois, ont beaucoup de choses à vous apprendre de leur parcours de vie, des raisons pour lesquelles ils sont là, et parfois vous êtes déterminants dans leur prise en charge. Et en tout cas, la médecine d'urgence aujourd'hui, sans aimer les urgences gériatriques, c'est qu'il faut vous poser la question du métier que vous faites. Donc, aimez vos vieux, je vous assure que ça vaut le coup. Autre chose, c'est la compassion. La compassion, c'est une chose qui est fondamentale pour être heureux en médecine d'urgence. On vit des situations dramatiques, parfois encore plus dramatiques pour les milieux dans lesquels parfois on intervient à domicile. On côtoie la mort fréquemment. Donc, tout ça, ça demande beaucoup de résilience, beaucoup de compassion, mais il faut savoir aussi garder la tête froide, c'est-à-dire toujours avoir cette présence d'esprit d'accompagner, mais ne pas s'accaparer la souffrance des gens qu'on a autour de nous. Il faut savoir accompagner les gens sans ramener la souffrance à la maison. Ce n'est pas nous qui sommes malades, ce n'est pas nous qui avons fait l'infarctus, l'arrêt cardiaque, les choses comme ça, ou la mort dramatique d'un nouveau-né ou des choses comme ça. Donc, il faut savoir avoir non pas de la froideur, mais un certain détachement pour rester encore une fois bien dans nos souliers. Une autre problématique pour être heureux, c'est la garde. La garde, c'est un peu notre Himalaya à chaque fois, et
pour ne pas avoir la boule au ventre lorsqu'on aborde cet Himalaya, il faut se dire que, en fait, on est toujours à assurer que cette garde, elle se termine, quelle que soit son intensité, quelles que soient les choses qu'on a faites, pas faites, les erreurs qu'on a pu faire. Une garde, ça se termine. Et il faut savoir raccrocher la blouse et rentrer à la maison, parfois après avoir débriefé les choses. Hein, c'est pas soit sur le moment, soit ultérieurement, mais c'est important de se mettre dans la tête qu'une garde, ça se termine toujours, aussi pénible soit-elle, et qu'on a la chance de pouvoir récupérer de nos jours. Il faut savoir aussi faire d'autres choses, avoir d'autres passions. J'en ai eu plusieurs. Je vous en donne quelques exemples. Vous voyez, il faut vraiment se vider la tête. Il y en a assez le sport, il y en a assez le ciné, il y en a assez la lecture, peu importe, mais trouvez d'autres hobbies. Essayez de vous attaquer à des choses qui vous sortent un petit peu de votre zone de confort et ça vous aidera à être heureux au travail. J'en ai qui m'ont porté un peu préjudice, mais ça n'empêche que même sur un lit d'hôpital, je vous assure qu'on peut réfléchir au fait d'être heureux en médecine d'urgence. C'est la raison de ma présence à Rennes aujourd'hui, par exemple. Donc, vous voyez, même des incidents de la vie, on peut s'en sortir. Faut penser à eux aussi. Alors, sans juger du type de vie de famille que vous pouvez avoir ou pas de vie de famille d'ailleurs, mais il y a des gens autour de vous qui font autre chose que de la médecine d'urgence. Et il faut savoir aussi prioriser des choses dans la vie qui ne sont pas votre métier. Et ça vous rendra d'autant plus heureux dans votre métier. Et ça, c'est important. Surtout à des moments cruciaux de votre vie qui sont les naissances, par exemple, hein, parce qu'enchaîner les gardes avec un bébé qui pleure, c'est pas évident. C'est encore moins évident, je pense, pour nos collègues femmes qui ont des enfants, avec des complications liées au fait qu'on fait un métier où on bouge, où l'aménagement des postes de travail n'est pas forcément évident. Donc tout ça amène réflexion, partage d'idées, de l'entraide et qui fait aussi beaucoup de part à notre bonheur, de façon à rester avant tout avoir une fonction dans votre cercle privé qui est tout aussi importante pour votre équilibre au travail que celui que vous avez à la maison. Autre problématique pour rester heureux, c'est la gestion de votre sommeil. Ça, c'est fondamental. Il faut savoir ce dont on a besoin. Il faut savoir comment on récupère. Et Arnaud nous donnera des petits tuyaux bientôt. Pour les avoir expérimentés, je vous assure que ça fait partie de votre équilibre psychique de savoir gérer votre sommeil. Ce qui est certain, c'est que c'est un métier que je déconseille à des gens qui ont besoin de dormir 14 heures par jour. Mais par ailleurs, il ne faut pas avoir recours à des artefacts pour dormir. Il faut des bonnes recettes et surtout bien se connaître vis-à-vis de cet aspect-là. Gérer sa colère, sa frustration, ça fait partie de notre job, hein, d'être confronté à de la violence, à être frustré, à se faire envoyer sur les roses. Mais face à ça, il faut savoir non l'ignorer, mais savoir gérer et le plus calmement possible, puisque c'est grâce à ça qu'on arrive à poursuivre et à être suffisamment fier de ce qu'on peut être pour résister à toutes ces pressions parfois négatives et qui peuvent nous porter préjudice jusqu'au burn-out. Hein. À partir du moment où vous commencez à sentir que vous n'êtes plus touché par le fait que les malades soient malades, que vous n'êtes plus touché par le fait que vous avez besoin de les aider, interrogez-vous sur le burn-out. Allez voir des gens autour de vous dans votre équipe ou dans une équipe différente, des gens que vous avez pu croiser en congrès, par exemple, pour en parler. Il y a des recettes pour s'en sortir et sachez qu'en tout cas, on n'en sort jamais tout seul. Et si on garde ça pour soi dans la pression qu'on vit tous les jours, c'est vraiment un obstacle. Éviter le recours aux drogues, quelles qu'elles soient, hein, légales ou illégales, dans votre travail. Si vous commencez à rentrer du boulot et que vous avez besoin de votre mojito pour passer une soirée tranquille, interrogez-vous un petit peu sur la façon que vous avez de vivre votre travail. Si vous commencez à prendre des sédatifs pour dormir parce que ça devient quelque chose d'infernal, interrogez-vous franchement et encore une fois, communiquez entre vous pour être heureux et ne pas rester dans ces supplétifs qui sont de toute façon toujours préjudiciables. Interrogez-vous aussi, mais de façon positive, sur vos erreurs. Les erreurs, ça arrive à tout le monde, à n'importe quel âge en médecine d'urgence. Vous en ferez tous, on en fait tous, on continue tous à en faire. Par contre, ce qui est fondamental pour être heureux, c'est d'en apprendre toujours quelque chose. Et surtout de penser à un moment où vous avez justement bien fait, pour contrecarrer le fait que vous avez pu faire une erreur. Une erreur, ça s'assume, c'est ce que disait Simone Veil. Et effectivement, il faut assumer ses erreurs. La meilleure façon d'assurer ses erreurs, c'est encore une fois, c'est de revenir sur ce qu'on a fait à côté et ce qu'on aurait pu mieux faire. Et comme ça, la fois d'après, on sait que
qu'on peut bien faire. En tout cas, restez jamais tout seul avec ça. Faites-vous accompagner. Encore une fois, il y aura toujours du support autour de vous à partir du moment où vous vous approchez de gens qui sont bienveillants et qui sont tout à fait prêts à vous accompagner. Sachez dire stop. Sachez dire non à la fois dans votre pratique tous les jours, sachez faire des pauses cognitives. À un moment où si vous gérez, je ne sais pas, 15, 20, 25 malades dans votre secteur d'urgence, mais à un moment, décrochez. Si vous êtes fumeur, malheureusement, allez fumer votre clope, mais peu importe. Décrochez 5 minutes, faites une pause cognitive, remettez du tri dans votre tête. C'est ce que disait Mathias un petit peu ce matin. Dans un contexte complètement différent. Il faut savoir un petit peu sortir de la fournaise, quelle que soit la situation, pour remettre du tri et puis de remettre de l'évidence un petit peu dans ce que vous avez à faire, et vous verrez que vous irez beaucoup plus vite, vous aurez beaucoup plus de productivité, entre guillemets, dans votre démarche. Donc, sachez faire des pauses et le plus calmement possible. Sachez vous isoler. Je vous assure que vous isolez 3 à 5 minutes pour remettre de l'ordre dans vos idées. Lorsqu'on a une quinzaine de malades à gérer, ça fait du bien. Et les staffs, je dirais, intermédiaires dans la journée font partie aussi de cette démarche. Donc, pour réussir à être heureux, encore une fois, je rajoute cette équation qui sont s'imposer quelques règles, j'allais dire des règles évidentes, les règles en sortie de garde, les règles de vie de famille, ajouter de l'épanouissement, multiplier ça par le nombre d'expériences, et puis vous verrez que vous irez au travail avec la banane. Et c'est quand même beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant d'y aller avec la banane. Lorsque la banane disparaît, il faut vous poser des questions, parfois du lieu où vous travaillez, et surtout savoir faire une introspection pour savoir pourquoi justement vous perdez ce plaisir à aller au travail. Et pour ajouter, pour être très heureux, profitez de quelques bonus. Pour moi, ça a été la médecine de montagne, la médecine de haute altitude. Vous voyez, j'ai été faire de l'humanitaire sur les plus hautes montagnes de la planète. Ça a été un vrai bonheur. Ça a changé ma vie. Ça a changé mes capacités à soigner des gens avec parfois pas grand-chose. Et vraiment, c'est beaucoup de choses. L'avantage, c'est qu'on est très demandé partout, les sociétés de rapatriement, les organisations d'épreuves sportives, les voyagistes, parfois, pour accompagner des groupes. Je peux vous dire que lorsque vous vous présentez en disant je suis urgentiste, puis on va aller faire la traversée du plateau d'Atacama en 6 jours à pied, ils sont bien contents de trouver un urgentiste et de payer le voyage. Donc, profitez-en, profitez de cette polyvalence, cette adaptation. Je vous assure qu'on est très, très demandé. Ça m'a permis aussi de toucher des domaines un peu particuliers comme le secours en montagne, et c'était encore une fois une très bonne expérience qui m'apporte aujourd'hui beaucoup de satisfaction dans les choses plus terre à terre. D'autres choses, c'est les partages internationaux où j'ai eu la chance de pouvoir croiser plein de nos collègues partout dans le monde, de prendre des recettes, et je vous assure que ça m'apporte encore aujourd'hui énormément au travers du mouvement international qui s'appelle Free Open Access Medical Education. Et voilà, donc si vous aimez le voyage, liez votre travail, visitez un service d'urgence. Quand vous vous baladez, vous verrez que c'est très, très instructif et vous faites plein d'amis à travers le monde. Et la fois d'après, vous avez un logement gratuit en plus. Donc, profitez-en. La recherche également, et ça, je sais que de plus en plus de personnes et de jeunes en particulier sont intéressés par ce domaine. J'ai eu la chance de pouvoir me lancer là-dedans, et c'est vrai que c'était quelque chose où j'ai encore appris des choses, et c'était particulièrement intéressant, et surtout de rencontrer plein d'amis au sein de la SFMU. Donc, engagez-vous dans notre société savante, c'est quelque chose d'important également. Donc finalement, vous voyez que le bonus, ça peut être une équation, et j'ai bientôt terminé, je vous rassure, c'est de rajouter du plaisir, des découvertes. En ce qui me concerne, c'était à chaque fois à l'occasion de voyages. Et puis plus vous avez d'expérience, plus vous ramenez des trucs sympas et que vous faites partager. Donc heureux finalement, c'est quoi? Pour être urgentiste heureux, c'est soigner, c'est continuer à apprendre toute sa carrière, même pour certains au-delà. Tout ça sous le couvert d'une rigueur scientifique qui est vraiment importante dans notre démarche. On a vraiment un champ d'exploration en médecine d'urgence qui est infini. Et vous multipliez ça par le nombre d'années, je peux vous assurer que vous partez à la retraite heureux comme un urgentiste, avec pas forcément que les cernes sous les yeux. Et j'en veux pour preuve que nos collègues australiens et américains ont réussi à faire des carrières complètes en partant en parfaite santé à la retraite comme n'importe quelle profession. Et donc, c'est faisable. Et il n'appartient qu'à nous de faire la même démarche de façon à ce qu'on y arrive. Pour y arriver, je vous assure que le chemin, ce n'est pas une ligne droite. Donc, habituez-vous à vous dire que vous aurez des hauts, des bas, mais ce qui est important, c'est de viser toujours des objectifs et puis d'être bien accompagné.
il faut savoir être fier de la médecine d'urgence. C'est important dans notre métier où on a beaucoup besoin de reconnaissance, d'être fier de ce qu'on fait. Et je vous assure que vis-à-vis des autres spécialités, c'est quelque chose de fondamental pour être heureux. Personne n'a à me dire ce que j'ai à faire en tant qu'urgentiste quand ça vient d'une autre spécialité. Je dois l'assumer moi-même et je vous assure que c'est quelque chose qui est hyper important. Il faut s'entraîner dur, ça c'est comme un sport d'endurance. Pour y arriver, c'est toujours savoir se remettre en cause. Et puis tout ça avec beaucoup de passion parce qu'on vit un métier passionnant et on a cette chance-là. Alors, pour finir sur une note encore plus optimiste, vous vous souvenez que le sondage il y a 2 ans, c'était 50-50. Ben, j'ai remis le couvert, si je puis dire, pour le CPCMU. Et les résultats sont les suivants. Alors, chez les francophones, pardon, chez les anglophones, vous voyez que 89% d'entre eux sont heureux. Parmi les contacts que j'ai sur Twitter, donc il y a eu 47 réponses, hein, vous voyez, 89. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à il y a 2 ans, chez les francophones, ben, vous voyez qu'on est pas mal. En France également, sur 67 réponses, j'en ai quand même 72% qui sont heureux d'être urgentistes. Donc, on est passé de 49 à 72, qui est bien mieux que Joe Biden. Et c'est quand même vachement intéressant et j'en suis très, très heureux. Sans doute que pour ça, il y a un effet Covid parce que, ben oui, tout le monde s'est rendu compte qu'on était utile. Et je vous avoue que se sentir utile et la reconnaissance d'être utile, c'est quelque chose qui est le moteur même du bonheur en médecine d'urgence. Et je vous remercie de votre attention. Merci Nico. Et bravo pour tes diapos là, donc c'était vraiment super. Et en même temps, c'était une belle leçon finalement de philosophie, hein, Exactement. d'être une bonne personne. Et donc, je pense qu'effectivement, ça permet de modifier l'ensemble de visions qu'on peut avoir des choses. J'allais ajouter, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions, en tout cas propositions sur le fait de la violence et que c'était difficile à diminuer cette violence. Et ça, c'est parfois difficile à gérer. Et donc, j'ajouterais que peut-être qu'il faut aussi qu'on apprenne à ne pas être touché par la violence des autres. Parce que tu as mis beaucoup de thématiques sur le bouddhisme, et donc je pense qu'effectivement, c'est un des principes. En tout cas, c'était des paroles très philosophiques que tu as eues, et je t'en remercie. Donc, je regarde voir s'il y a des questions, juste en attendant de les voir. Tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, les gens, ils n'ont pas décidé de venir et que finalement, ils ont une anxiété ou quelque chose et qui les amène. Il y a ça, et donc je pense qu'en plus on leur dit aussi de venir parce que pour la douleur thoracique ou par exemple pour l'AVC, ben, pour n'importe quel signe, on leur demande de nous consulter, et donc du coup on a donné aussi cette habitude à beaucoup de gens de solliciter notre Bien sûr. connaissance. Et je me dis que pour avoir été maintenant peut-être petit à petit considéré comme un vieux urgentiste, ben, on a aussi tout fait pour être reconnu, pour être ce couteau suisse dont tu parlais. Et donc, on paye aussi cette renommée, du coup, par rapport à ça, parce que les gens savent qu'ils peuvent venir nous voir, et donc parfois pour des choses qui pourraient être faites ailleurs. Donc, voilà un peu. Alors, je regarde voir, vous voyez les questions peut-être ? Moi j'en vois. Qui disent bravo, belle présentation, mais pas beaucoup de questions. Il y en a sur la violence, hein, et tu disais très très bien qu'effectivement il faut savoir établir une certaine distance ajustable avec la violence. Je vois une phrase d'Arnaud de Duval là, qui dit: contre la violence, il faut adapter notre façon de parler. Notre façon de parler est quelque chose de fondamental. En particulier, moi j'apprends à mes internes à se présenter nommément. Quand je prends un avis dans un autre service où je veux proposer un malade, je ne dis pas c'est l'interne des urgences. Je dis je m'appelle un tel, je suis interne des urgences, et voilà. Parce que lorsqu'on a un moyen d'identification de l'interlocuteur, ça lui permet déjà de prendre une autre dimension, et c'est complètement différent que de s'abaisser à sa seule fonction. Parce que si l'interne appelle le senior, il va tout de suite se mettre dans un rôle où il va
ça va être dans un sens dominant, alors que ce qu'on cherche, c'est un partage. Notre métier, c'est un partage. Forcément, on est un partage entre la ville et l'hôpital, on est un partage entre la porte de l'hôpital et le reste de l'hôpital, on est un partage entre l'hôpital et parfois une région ou un département lorsqu'on est dans un SAMU. Donc, il faut qu'on soit fier de notre identité et ne jamais avoir honte de se présenter dans notre fonction, dans ce qu'on fait, dans le métier qu'on fait, puis surtout avec notre nom et notre prénom. Ça, c'est vachement important et je pense que ça fait partie du bonheur aux urgences. Et quant à la violence, il faut trouver les mots. Ce n'est pas toujours les mêmes. Il faut aussi avoir une stature. On a la nécessité en tant que médecin d'avoir une stature par rapport à la violence, parfois une stature par rapport aux soignants qui se font agresser. Donc, il faut savoir s'interposer avec cette stature et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. On est des services où parfois on travaille à 30 ou 40. On a eu récemment à Rennes, vous en avez peut-être entendu parler, un patient qui se trouvait être un patient psychiatrique qui a menacé avec un couteau qui a fini avec avec 2 balles de policiers qui étaient là pour autre chose. Donc, il peut y avoir une violence extrême. Ce qu'il faut se dire, c'est certes, ça peut arriver, ce n'est pas rassurant, mais en même temps, il ne faut pas en avoir peur. Il faut mettre des mesures pour limiter ce risque, mais on n'est pas responsable de la violence de la société. Donc, il faut s'y adapter. Encore une fois, c'est une de notre forces, c'est de pouvoir s'adapter. Donc, jouons sur nos points forts. Ne cherchons pas dans les points faibles des réponses. Il faut d'abord chercher des réponses dans nos points forts. Et Nicolas, pour aller dans ton sens, toi qui me connais bien, hein, je suis passé progressivement du Krav Maga à l'hypnose. Et effectivement, j'ai beaucoup moins de conflits. Ça donne moins mal au dos. Déjà, c'est déjà pas mal. Ça évite de scanner les patients. Mais voilà, déjà, quand on se présente, effectivement, d'ailleurs, si vous lisez le livre de Chris Voss sur la négociation, ne jamais couper la poire en deux, qui est négociateur du FBI, se présenter, on n'est plus le connard d'en face, on est devenu une personne humaine. Et du coup, Exactement. on a changé complètement la relation. Et je suis totalement d'accord avec toi, Nico. Il faut qu'on se présente, mais c'est aussi une façon de parler. Moi, je vais vous donner ce que je fais comme technique. Quand les gens gueulent en disant « Ouais, c'est inadmissible, j'attends depuis 4 heures », je leur dis je suis d'accord avec vous. C'est pas normal que ça dure aussi longtemps, mais on n'est pas assez nombreux, c'est difficile, vous comprenez, etc. Avant, je leur disais, tu crois que je fais quoi, connard? Je suis pas en train d'enfiler des perles. Voilà. Et en fait, ça montait en vrille tout de suite. En fait, en allant dans leur sens, à partir du moment où vous êtes d'accord avec eux, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent de plus? Vous êtes d'accord, voilà quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, Nico, il y a juste j'essaie de poser les questions de la salle. C'est ce que j'allais te dire, Farhan. Ouais, donc il y a en fait une scepticisme sur les psychologues du travail, sur son lieu de travail même. Alors je vois que c'est. Est-ce qu'il y a des expériences publiées dessus? Alors, sur la publication du burn-out, il y en a beaucoup sur les juniors, on va dire, hein, en particulier chez les anglo-saxons, il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses un petit peu sur quelles catégories de médecins font des burn-out. Et aux États-Unis, les urgentistes sont la 3e catégorie de médecins qui fait le plus de burn-out, hein, comme quoi ça existe aussi dans des milieux où ils ont une certaine reconnaissance et que la spécialité existe depuis longtemps. Moi, je suis assez sceptique comme Eri sur l'apport d'un psychologue du travail. Je pense qu'on a une telle vie professionnelle décalée que quelqu'un qui ne la vit pas de l'intérieur peut difficilement aider quelqu'un qui vit le burn-out. C'est-à-dire qu'un psychologue du travail, il ne va pas prendre des gardes, il ne va pas rentrer après un gros AVP où il y a eu 3 morts à la maison, ce n'est pas sa vie. Et je pense que c'est pour ça que je disais que lorsqu'on perd la sensibilité à la nécessité de soins d'une personne, hein, quand on sent qu'on est là un petit peu par automatisme, mais qu'on n'est pas là pour soigner des gens, il faut s'interroger et il faut se rapprocher des gens les plus bienveillants qu'on a autour de soi. Ça peut être des soignants, hein, ce n'est pas forcément des médecins, mais qui connaissent la nature de votre travail et puis essayer d'en parler en dehors du travail, de dire est-ce que je peux te voir après où on se voit demain, est-ce que tu veux aller boire un verre? Bon, en ce moment, c'est un petit peu difficile, mais ceci dit, ça doit pouvoir exister. Je pense qu'il faut identifier des personnes ressources au sein d'une équipe pour pouvoir accompagner des gens en difficulté, ou en tout cas leur donner des pistes. Secondairement, faire intervenir peut-être des psychologues, des gens comme ça, peut-être, mais je pense que dans un premier lieu, en médecine d'urgence, il est important que la personne qui vous écoute en cas de souffrance soit quelqu'un qui connaisse le milieu dans lequel vous évoluez. Ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui est fondamental. Ouais, donc, effectivement, il y en a qui disent qu'il y a probablement des personnels
psychologues plus qualifiés. En tout cas, je voulais aussi te poser la question, parce que tu as donné l'exemple de l'Australie et les États-Unis où les gens finissent finalement dans le métier d'urgentiste et qu'ils arrivent à la retraite. Est-ce qu'on a la notion, parce que je pense qu'aux États-Unis, c'est 30 heures de travail clinique. Est-ce qu'on a une notion par rapport aux gardes, etc., tout ça? Est-ce qu'il y a, effectivement, il y a une réduction à 39 heures? Est-ce que tu penses que, premièrement, la diminution de temps de travail, c'est une bonne chose? Et deuxième, et je te laisse la parole, et deuxièmement, est-ce que c'est suffisant, en fait? Parce que diminuer le temps de travail, ça fait, par rapport à ton équation, être expérimenté, c'est pas forcément toujours… Alors, moi, je suis assez critique de la mise en place de la circulaire de 2015, très honnêtement, parce que je pense qu'elle a complètement omis le fait de vieillir en médecine d'urgence. Et en particulier, je ne pense pas que de fixer un temps de travail à 39 heures soit la bonne idée, à la fois en début de carrière et en fin de carrière. Et puis de rajouter des exceptions, comme on sait toujours le faire en France, c'est qu'on fait du temps additionnel. Donc, quelque part, ça trouble le message. Alors, le système, sur le modèle anglais que font les Australiens, par exemple, c'est que lorsqu'on est consultant, donc l'équivalent d'un PH expérimenté qui travaille à l'hôpital, c'est 40 heures tout compris de travail. Quand je dis 40 heures tout compris, c'est académique, recherche, clinique, etc. C'est 40 heures. Au-delà de 40 heures, le consultant n'est pas assuré. Donc, il ne peut pas travailler, il n'est pas assuré, il est hors la loi, donc il arrête de travailler. Donc, c'est 40 heures par semaine, point à la ligne, c'est comme ça. À la particularité près dans les modèles anglais que les consultants ne travaillent jamais en nuit profonde. C'est-à-dire sur la tranche minuit, 8 heures, ils sont d'astreinte téléphonique, mais c'est des juniors docteurs expérimentés qui tiennent les gardes, que ce soit aux urgences, en réanimation, même dans les blocs opératoires, etc. Donc, la personne expérimentée, elle est à son domicile avec un téléphone et c'est tout. Donc, ça peut surprendre, ça peut choquer. Moi, je l'ai vu fonctionner. Des juniors docteurs expérimentés, c'est des gens qui ont entre 5 ans et 8 ans d'expérience dans le métier. Donc, c'est un petit peu comme nous, les gens qui sont en fin d'assistanat, donc qui sont déjà assez solides pour tenir 99% des choses. Donc, voilà comment ça fonctionne. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent puisque dans la loi EMTALA, qui est la loi fédérale qui gère les urgences, à partir de la 51e année, on fait les shifts de nuit sur le mode du volontariat. Donc, le plus souvent, les gens qui vieillissent font de moins en moins de nuits pour glisser en fin de carrière à 2, 3, 4 nuits maximum par mois, sachant qu'effectivement, leur moyenne de travail est toujours une quarantaine d'heures par semaine, encore une fois, tout compris. Donc, s'ils ont des fonctions académiques ou administratives, ça rentre dans les 40 heures de travail.